This meeting is being recorded. Donc, c'est à vous de valider tous au fur et à mesure. En tout cas, c'est pas moins fatigant de faire l'ESMO à Paris que de faire l'ASCO à Chicago. Hein, ah ouais, c'est épuisant. Oh, la vache. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait 23 000 plus 5 000. C'est les chiffres officiels de l'ESMO d'il y a 2 jours. Je pense qu'il y a dû avoir quelques inscrits de dernière minute en plus. Bon, on est à plus de 28 000, probablement pas loin de 30 000. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment bien. Non, et puis c'était bien organisé, c'était sympa. Alain, tu fais attention, ton micro est ouvert. Hein. Ah oui, d'accord. Non, je voulais dire, sauf les taxis qui n'étaient pas si bien organisés que ça. Hein. Bah, il faut avoir l'habitude des transports en commun parisiens. Et alors là, en plus, quand on essaie de venir en horizontal ou en vertical, c'est absolument l'enfer. Il paraît que c'était complètement bouché. Ouais. Donc, il y a beaucoup de travaux sur les lignes. Ouais. Donc, d'un jour à l'autre, il fallait changer d'itinéraire. Il fallait changer de stratégie. Ouais. Heureusement qu'il y a eu le week-end. Le week-end, c'était tranquille pour se déplacer. En tout cas, c'était super. Hein. Il n'y a pas un congrès où on n'a pas au moins une présentation magnifique. Quoi. Ouais. Et là, j'ai pas vu toutes les plénières, mais j'ai lu les abstracts pour certaines. Mais c'était riche. Également, dans les plénières, il y avait vraiment beaucoup de plénières. Et sans compter les plénières qui se déroulent avant l'ESMO. Tu as vu qu'il y a maintenant des plénières un peu qui arrivent comme ça au dévoté. Il y avait beaucoup de early en fait. Hein. Ouais. Il y avait vachement de early cette année. Bah, nous, pour l'ORL, pour couvrir un peu les 2 congrès, je trouve qu'il y a plus d'infos importantes, quitte à changer les pratiques à l'ESMO qu'à l'ASCO là, ces temps-ci. Bah, ça fait, tu sais, déjà en 2019, on avait fait un carton plein. Hein. L'ESCO était très pauvre et l'ESMO, je dis on parce que je me sens européen, évidemment, mais l'ESMO avait 4 études en plénière changeant les pratiques. Quoi. Alors que l'ESMO n'en avait pas une. L'ASCO n'en avait pas une. Non, la bascule s'est faite, je pense. Au moins, il y a un équilibre légèrement en notre faveur. Et puis surtout, à l'ASCO, il y a beaucoup les Chinois maintenant. Hein. Très, très grosses études, grosses phase 3 là, qui arrivent et qui basculent. C'est beaucoup des Chinois maintenant. Il y a toujours les Américains, mais il y a beaucoup les Chinois. Hein. Oui, c'est vrai. Times are changing. Et oui. Et les Indiens, ils sont un peu existants sur la Pansero ou peu? Alors nous, en ORL, ils ont un poids non négligeable et ce d'autant plus que eux, contrairement aux Américains du Nord, ils sont toujours très, très imprégnés par le tabac. Et vu qu'ils ne fument pas tout à fait la même chose, ça fait des études sur la cavité buccale qui sont vraiment servent de référence. Et surtout, c'est dans toutes les thématiques d'un pays qui a des médecins qui savent quoi faire, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Et donc, comment on peut faire pour arriver à faire quelque chose d'efficace quand même. Et donc, ils ont des belles études de ce type-là. C'est comment est-ce qu'on peut faire des choses moins chères en essayant de garder de l'efficacité et diminuer la tolérance. Donc, c'est intéressant. Ouais. Moi, c'est comme ça que ça me parle, les Indiens plutôt. Bon, je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde d'arrivée. Bonjour à toutes et à tous. On va attendre encore quelques minutes, hein, les fameuses minutes parisiennes des mauvaises habitudes et des problèmes de transport. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. Vous le savez, on va passer environ 1 heure ensemble en présence du docteur Saada, du docteur Kouzak et du professeur Blais qui vont nous faire part un peu de ce qu'ils ont vu, compris, entendu à l'ESMO. Je vais vous demander donc d'être bien attentif évidemment à conserver vos micros fermés. Vous avez vu, c'est enregistré et l'audio sera à votre disposition
Écoutez, je pense d'ici à demain matin ou peut-être ce soir en fonction s'il y a vraiment des grandes urgences. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos mails par le biais du chat pour ceux qui le veulent, sinon par mail ou par SMS, vous me demandez juste à pouvoir recevoir l'enregistrement. On posera toutes les questions à la fin, vous pourrez les poser soit par le chat, comme d'habitude, soit en cliquant sur la petite main jaune pour prendre la parole. Et les trois intervenants de ce soir auront tout le plaisir de vous répondre. Voilà, on va attendre encore quelques minutes, 3-4 minutes, et ensuite on pourra démarrer. Je vous rappelle, fermez bien vos micros pour que justement on puisse avoir une attention particulière sur ceux qui vont prendre la parole. À tout de suite. Oui, attends. Lilian. De nouveau, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour à tous, bonjour à toutes d'abord et bonjour à tous. On va commencer dans 2 minutes. On attend vraiment les derniers arrivants. Vous êtes déjà très nombreux. Merci d'être présents pour cette conférence de presse qui va faire un bilan, en effet, de l'ESMO par la vision du Dr Kouzak, la vision du Dr Saada et la vision du professeur Blais. Chacun prendra la parole pour présenter un petit peu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu et le partager avec vous. Comme d'habitude, je vous demande à tous de faire attention à bien garder vos micros fermés pendant toute la période. Si vous avez des questions, vous pouvez en effet les poser par le chat. On les posera en fin de session. Donc, on fera un gros bloc de questions en fin de session. Vous avez un enregistrement qui est en cours si vous le validez. En fait, cet enregistrement sera disponible en audio à partir de demain matin pour tous ceux qui souhaitent le recevoir. Donc, tous les journalistes, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et je vous fais suivre l'audio. On va commencer là dans 1 minute exactement. Vous avez des questions ou des interventions tout à l'heure pour le chat. Donc, soit par le chat, soit par la petite main levée. Je vous souhaite à tous une bonne conférence de presse et je vais tout de suite céder la parole à Jean-Yves Blais, au professeur Jean-Yves Blais, président d'Unicancer, pour faire l'introduction. Merci beaucoup, Nicolas. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien.
Merci de votre présence. Effectivement, je vais introduire brièvement l'ESMO 2022 qui était le premier ESMO complet depuis 2019 Barcelone, pratiquement 30 000 personnes. Cette année, 23 000 personnes en présentiel, probablement un peu plus à la fin, plus de 5 000 personnes en distanciel. Donc, on arrive à peu près au chiffre de Barcelone avec la caractéristique du distanciel. Ce qui est impressionnant cette année, c'est la diversité et la richesse de l'ESMO qui a été remarquablement bien organisée tout d'abord dans ce nouveau Palais Expo, mais avec des informations vraiment très transformantes dans de nombreuses pathologies, l'arrivée de nouveaux médicaments premiers dans leur classe, l'arrivée de médicaments premiers dans leur classe qui battent des médicaments dont il n'était pas évident qu'ils pourraient être battus, de nouvelles immunothérapies, de nouvelles thérapeutiques ciblées, bref, un peu la révolution permanente dans cette ESMO, et je crois que un certain nombre de sessions plénières dont on a beaucoup parlé dans la presse viennent assez illustrer ce phénomène. Un ESMO qui aussi ne fait pas que de rapporter de la recherche clinique, mais rapporte également de la recherche de transfert, de la recherche épidémiologique, comme le papier de Charlie Swanton, sur lequel on va revenir à plusieurs. Bref, un ESMO 2022 remarquablement riche, et je vais tout de suite passer la parole à Clélia Kouzak, qui va nous donner ses coups de cœur et des sélections forcément arbitraires, mais on aura l'occasion éventuellement de discuter, si vous le souhaitez, au moment de la discussion, dans la quinzaine de minutes qui finira, sur des articles que nous n'aurions pas sélectionnés. Clélia, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Mais merci pour l'invitation. Donc, en effet, je reviens tout juste de l'ESMO et j'ai plein de choses à vous raconter. En particulier, Jean-Yves revenait sur une étude plutôt de recherche fondamentale et épidémiologique sur finalement la carcinogénèse et en particulier l'effet de la pollution sur la carcinogénèse dans les cancers du poumon, mais d'autres cancers également qu'il a pu mettre en avant, cancer de l'anus, cancer ORL, cancer digestif haut. Et en fait, il a pu présenter une étude à la fois dans des modèles murins, mais également chez l'homme, où il a pu montrer le fait que quand on exposait les patients à des particules fines, eh bien, on engendrait une inflammation avec un recrutement macrophagique qui était lié à l'interleukine 1 bêta, et ça a entraîné en fait une différenciation des cellules épithéliales de type épithélial-like 2. Et donc, ces cellules épithéliales, elles expriment pour la plupart déjà une mutation EGFR et qu'elle n'est pas acquise. Et dans un contexte de pollution, on a une cellule qui est d'ores et déjà mutée EGFR et qui, sous la pression de la pollution particules fines, eh bien, elle peut se transformer en cancer. Et donc, c'est un paradigme qui est totalement différent de ce qu'on pouvait penser jusqu'à présent, parce qu'on pensait que la mutation était à l'origine de la carcinogénèse. Donc ça, c'est une étude importante et potentiellement réversible par des inhibiteurs d'IL-1 bêta, en particulier chez la souris, ils l'ont montré. Donc ça, c'était une petite revue, on pourra en rediscuter plus tard. Et puis après, on a avancé et puis il y a eu beaucoup d'études sur les cancers qui étaient localisés et en particulier sur la situation néoadjuvante et en particulier l'immunothérapie dans le néoadjuvant. Et on sait que l'immunothérapie peut être très efficace dans certains types de cancers, et donc je vais vous parler des cancers colorecto-MSI et des cancers cutanés épidermoïdes, où le traitement néoadjuvant par immunothérapie donne des réponses extraordinaires, exceptionnelles. Et donc, j'ai deux études, et dont une qui est vraiment impressionnante parce qu'on a parlé de waterfall plot, que c'était un lac, carrément un lac. Et ça, c'est l'étude niche 2. Donc, l'étude niche 2, il y avait déjà eu une étude niche 1, enfin niche tout court, qui a été publiée dans Nature Med en 2020. Preuve de concept. Là, c'est une étude de phase 2, monobras, où ils ont traité des cancers colorectaux non métastatiques qui pouvaient, dans la plupart des cas, étaient des cancers quand même globalement avancés, puisqu'il y avait un peu plus de 60% de cancers T4 et qui ont été traités par nivolumab, ipilimumab, puis nivolumab. Et pour une moyenne de 5 semaines après la première dose d'immunothérapie, ils ont été opérés. Et les réponses pathologiques sont majeures, puisque 99% des patients avaient une réponse pathologique, 95% des patients
avaient une réponse pathologique majeure. Et puis, on avait 67% qui avaient une réponse pathologique complète. Donc, c'est des résultats qui sont impressionnants et évidemment, on a envie de proposer ce genre de traitement à nos patients. Il y avait déjà une étude qui avait été présentée à l'ASCO dans le cancer du rectum avec 12 patients avec 100% de réponse complète. Donc là, on est un petit peu moins bien, mais on est quand même excellent. On n'a jamais eu ça sur un biomarqueur. Donc, la question d'après, c'est est-ce qu'il faut vraiment opérer ces malades-là? Donc ça, c'était pour la partie néoadjuvante. Une autre étude rapidement sur le néoadjuvant avec le cemiplimab qui a fait un New England cette semaine, du coup, dans les cancers épidermoïdes cutanés, où là également, on a quand même 63% des patients qui ont eu 4 doses de cemiplimab et qui ont eu une réponse pathologique dans cette étude, donc une étude de phase 2 monobras. Donc là aussi, clairement, le néoadjuvant immunothérapie pour les tumeurs qui étaient sensibles en métastatique, en early, c'est encore mieux. Donc, probablement qu'il y aura d'autres avancées de ce côté-là. Je voulais vous parler également de biomarqueurs sur biopsie liquide, puisqu'on est encore dans du early et puis ça peut aider en particulier pour tout ce qui est traitement adjuvant et pour la prise de décision dans les traitements adjuvants. Et donc, il y a une étude de dynamique qui avait déjà été publiée dans le cancer colorectal avec les tests et les dépistages d'ADN tumoral circulant en post-opératoire. Donc là, c'est la suite des résultats de cette étude dynamique qui a été présentée et qui montrait que globalement, quand on avait de l'ADN tumoral circulant positif en post-opératoire, il y avait une augmentation de la sensibilité pour dépister la récurrence métastatique, mais malheureusement pas locorégionale. Et de la même manière, lorsque l'on suivait l'ADN tumoral dans le temps, s'il était positif au départ et qu'on traitait la chimiothérapie adjuvante et que ça se négativait, les gens avaient une survie sans récidive qui était beaucoup plus longue que ceux qui devenaient positifs. Donc, ça peut être un marqueur utile pour choisir s'il faut ou pas faire de la chimiothérapie adjuvante et s'il faut intensifier ou même désescalader ces patients. Une étude qui a été présentée et qui va peut-être changer les pratiques, mais on n'a pas encore les résultats matures, c'est l'étude de Cosmic 303. Donc ça, c'est une étude de phase 3, cabozantinib associé à du nivolumab, ipilimumab versus niveau ipilimumab plus placebo dans les cancers du rein à cellules claires métastatiques en première ligne. Donc l'étude, elle est positive sur la survie sans progression. Malheureusement, on n'a pas de données ultérieures sur la survie globale. Donc pour le moment, ça paraît intéressant. Je pense que ce n'est pas encore le changement de pratique, c'est quand même assez toxique. Il y a eu beaucoup de toxicité dans le bras triple traitement versus doublé immuno. Donc, ça reste on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Une étude sur de l'innovation thérapeutique. C'est la première fois qu'on fait une étude de radiothérapie interne vectorisée en randomisé dans les tumeurs neuroendocrines du pancréas. Donc, c'est une étude qui a comparé la radiothérapie interne vectorisée dans les tumeurs neuroendocrines du pancréas versus un traitement par sunitinib. Et donc, l'étude, elle était positive sur la survie sans progression, passant de 20,7 mois pour la radiothérapie interne vectorisée versus 11 mois pour le traitement sunitinib. Donc, c'est la première fois qu'il y a une étude randomisée. Je pensais que ça valait le coup de le dire. Ça peut peut-être changer. Et enfin, il y a une étude Unicancer qui a évalué en deuxième ligne dans les cancers du pancréas. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'options thérapeutiques et surtout en France, on n'a pas le remboursement pour le nab-paclitaxel en association avec la gemcitabine. Donc, une étude Unicancer qui a été présentée par le docteur de la Fouchardière et qui, après échec du FOLFIRINOX en première ligne, comparait de la gemcitabine seule au gemcitabine plus paclitaxel, qui malheureusement est négative sur son objectif principal sur la survie globale, mais par contre avec un net gain sur la survie sans progression, avec un taux de réponse objective également positive en faveur du doublé. Donc on attend les analyses des potentiels sous-groupes pour voir si ça pourrait être plus avantageux chez certains malades.
Voilà pour ma part, j'ai été un peu rapide, mais j'espère que c'était assez clair. Merci beaucoup. Je sais qu'on va donner la parole au docteur Esma Saada. Si jamais il y a eu des choses qui sont allées trop vite, des choses qui vous ont un peu échappé parce que trop techniques pour certains des journalistes ou des personnes qui participent, vous n'hésitez pas, on repose les questions et on posera les questions et on reprécisera quels peuvent être les impacts pour la vie quotidienne du patient, pour la vie quotidienne des professionnels de santé. Ça fera partie évidemment de l'ensemble de cette présentation. Je donne la parole au docteur Saada. Merci d'être là et on attend avec impatience tout ce que vous avez pu voir durant l'ESPO. Merci de m'avoir invité pour ce rendez-vous qui devient maintenant habituel pour moi et avec plaisir. Moi, l'une de mes thématiques de prédilection, c'est l'ORL et on a eu une étude qui a été présentée en session présidentielle, ce qui n'est pas habituel pour l'ORL, qui est quand même une spécialité très particulière. Alors, on sait que les anti-PD1 sont validés en première et en deuxième ligne de maladies avancées, et ça a été l'une des dernières révolutions sur les 5 dernières années. On a eu des anti-PD1 qui étaient validés en deuxième ligne, puis en première ligne, et tout naturellement, comme ça s'est fait pour les autres localisations, on a essayé d'introduire ces anti-PD1 au stade localement avancé, qui est la présentation la plus fréquente de la maladie. On les traite avec de la radiothérapie potentialisée par de la chimiothérapie. Et selon des designs plus ou moins différents, on a essayé de rajouter un anti-PD1 ou un anti-PDL1. Et jusqu'à présent, l'ensemble des signaux sont négatifs. Soit on a des courbes avec les anti-PDL1, c'était l'étude Javelin, on a la courbe qui est en dessous de la radiochimiothérapie seule. Soit on est à peu près superposé ou un petit peu au-dessus et on n'arrive pas à la significativité statistique. Et en tout cas, des résultats qui ne sont pas suffisamment significatif cliniquement pour prendre le risque d'avoir un surcoût financier et de la toxicité. Donc, cette étude, c'est la Keynote 412 qui a rajouté du pembrolizumab, donc l'anti-PD1 de MSD, à une radiochimiothérapie haute dose par cisplatine pendant la radiothérapie et jusqu'à 1 an en entretien. Étaient inclus les patients qui avaient une tumeur localement avancée éligible au sel de platine à haute dose, indépendamment de leur statut P16. On sait que les patients qui ont une maladie liée à l'HPV ont un meilleur pronostic. Cette étude, elle est négative sur son critère de jugement principal, qui est la survie sans événement, du fait d'un design particulier où on devait avoir un petit p égal à 0,02. Le petit p, il est égal à 0,04, avec un hasard ratio à 0,83, un intervalle qui franchit la barre des 1. Donc, très clairement, statistiquement, c'est négatif. Alors, pourquoi est-ce que c'est négatif ? Est-ce que c'est le fait qu'on fasse de la chimiothérapie haute dose par cisplatine? C'est vraisemblablement pas ça, parce qu'il n'y a pas de surtoxicité de ce côté-là, il n'y a pas de surtoxicité en lien avec la radiothérapie, mais on sait qu'en carcinologie cervico-faciale, on monte à des doses qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on peut faire ailleurs, jusqu'à 70 degrés, et qu'on irradie l'essentiel des ganglions de drainage et aussi de manière prophylactique. Et ça peut quelque part empêcher les anti-PD1. Une autre hypothèse, c'est qu'ici, on n'a pas du tout sélectionné ni stratifié sur le biomarqueur le plus reconnu, qui est le PDL1. Et lorsqu'on s'attache à regarder les tumeurs… Deux secondes, attention, il y a des micros d'ouvert et on entend la vie personnelle de chacun et on entend beaucoup moins le docteur Saada. Donc, si vous voulez bien avoir la gentillesse de fermer vos micros, monsieur ou madame Maral, entre autres. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Et donc, je disais, pour aller plus loin, cette étude, c'était très important qu'elle soit présentée en présidentielle, parce qu'il faut aller plus loin. On a maintenant plusieurs signaux convergents sur des études différentes qui vont toutes dans le même sens. Et pour aller plus loin, dans cette situation où il faut faire mieux, aujourd'hui, on a un standard thérapeutique qui a 40 ans, radiothérapie plus cisplatine. Vraisemblablement, il faudra sélectionner sur un biomarqueur les patients qui pourront en bénéficier et penser autrement la radiothérapie que l'on fait à ces patients. Et pour illustrer ça, sur le fait qu'on pourra faire mieux en n'aggravant pas la toxicité, il y a eu la réactualisation d'une étude promue par le GORTEC en association à Unicancer, le groupe Head and Neck, qui lui a rajouté du xevinapant, qui est une petite molécule qui se boit, c'est une forme orale, un first in class, un inhibiteur des protéines de l'apoptose, un YAP, qui, dans des modèles précliniques nombreux, restaure l'apoptose et donc a une potentialisation
d'efficacité de la radiothérapie sans forcément aggraver la toxicité. Donc là, il s'agissait de la réactualisation de la phase 2 randomisée qui a inclus 90 patients. Et cette étude, elle a largement dépassé l'hypothèse statistique initiale, tant sur le critère de jugement principal qui est la survie sans progression, avec un hasard ratio qui était égal à 0,47, confirmé après un recul de 5 ans, des courbes qui restent bien éloignées et une différence qui se confirme dans le temps. La médiane de survie sans progression à 3 ans n'est pas atteinte avec le xevinapant, alors qu'elle est à 17 mois avec le placebo. On voit même une différence qui est avec un petit p significatif sur la survie globale malgré les effectifs restreints, avec un bras standard qui a les mêmes particularités que ce qu'on connaît de la performance de la radiochimiothérapie avec cisplatine dans cette population de mauvais pronostics. La phase 3 est en cours et dans le monde de la carcinologie cervico-faciale, on parie plutôt sur ce type d'approche qui viendrait potentialiser la radiothérapie et donc améliorer son efficacité. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on ne touche absolument pas à la toxicité. Le profil de toxicité et la sévérité des toxicités est exactement superposable dans les deux bras. Enfin, une troisième étude qui, là aussi, interroge sur la place de l'immunothérapie dans les carcinomes épidermoïdes cervico-faciaux localement avancés, c'est ImmuneBoost, qui a été présentée par le professeur Mirghani, une étude promue par le groupe Head and Neck Unicancer. Et la question qui est posée ici, c'est est-ce que rajouter un anti-PD1, ici le nivolumab, améliore le contrôle des tumeurs ORL localement avancées liées à l'HPV. Alors, ils pouvaient être fumeurs malgré tout, et d'ailleurs, la plupart des patients qui ont été inclus avaient les deux facteurs de risque, l'HPV et le tabac. Le design, c'est une phase 2 randomisée qui a inclus 40 patients avec nivolumab, 2 injections suivies de radiochimiothérapie, versus le bras standard, radiochimiothérapie. Et l'objectif principal, c'est une phase 2, c'était de la faisabilité et de la toxicité. Et on s'autorisait à passer en phase 3 si on estimait que pas plus de 3 patients dans le bras expérimental n'avaient eu un retard dans l'administration de ces traitements ou une diminution de l'intensité de la chimiothérapie que l'on estimait inacceptable. L'étude est négative, il y avait beaucoup plus de toxicité dans le bras nivolumab, mais qui étaient plutôt des toxicités qu'on aurait reliées au cisplatine. Malgré tout, il y a eu des progressions dans le bras nivolumab en néoadjuvant, et ça illustre quand même... ça s'analyse à la lumière de ce que l'on voit dans d'autres études de néoadjuvants comme les cancers de la peau, les mélanomes ou encore les cancers du rein, où l'immunothérapie utilisée en monothérapie est beaucoup plus performante que ce qu'on peut observer en ORL ou même en poumon sans biomarqueurs. Et donc, l'utilisation en néoadjuvant dans ces tumeurs-là, elle doit absolument se faire dans le cadre d'essais thérapeutiques parce que l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. Pour ce qui est des tumeurs desmoïdes, je crois que c'est Jean-Yves qui va nous en parler brillamment. Pour ce qui est du poumon, j'avais aussi relevé cette étude de Charles Swanton où effectivement on est impressionné par la masse de travail en recherche translationnelle, en épidémiologie et avec des applications thérapeutiques qui peuvent devenir immédiates. Et ça fait toute sa place dans les séances présidentielles parce qu'on voit la force de frappe maintenant de certaines de ces équipes et la vitesse à laquelle tout ça va. Pour illustrer la vitesse de ces changements, moi j'ai aussi retenu une étude qui a été présentée par Anton Holbeck, qui est donc oncologue médical à Gustave Roussy, qui a présenté une étude de phase précoce avec un anti-FGFR2 de nouvelle génération, le LRY4008, qui est en fait un inhibiteur sélectif irréversible qui cible les fusions de FGFR2. Alors, c'est une étude qui avait dépassé la recherche de la dose recommandée en phase 2 et on avait les résultats dans le sous-groupe de cholangiocarcinome avec le gène de fusion. Les résultats d'efficacité sont impressionnants. Pour 38 patients, on a un taux de réponse objectif qui est de 63%, avec 92% des patients qui ont une réduction tumorale. Les 17 patients qui ont été traités avec la dose recommandée pour la phase 2 et qui étaient naïfs d'un autre inhibiteur de FGFR2
ont eu 100% de régression de la taille tumorale avec un taux de réponse objectif, c'est-à-dire au moins une réponse partielle et pour certains des réponses complètes, de l'ordre de 88%. Les effets secondaires, ils sont connus dans cette classe-là, mais ils sont quand même améliorés par rapport aux inhibiteurs de FGFR précédemment décrits et aujourd'hui disponibles, avec des effets secondaires de grade 3 qui étaient présents chez moins de 10% des patients, avec des mucites, des onychopathies, donc toxicité au niveau des ongles, et un syndrome à pied qui était souvent dose dépendant et donc parfaitement gérable. Donc, j'ai également retenu ça non seulement pour les performances en termes d'index thérapeutique, c'est-à-dire on est beaucoup plus efficace en étant beaucoup moins toxique, mais également la vitesse de développement de ces molécules. Les inhibiteurs de FGFR, ils sont disponibles depuis quelques années, c'est tout récent, et on a déjà des deuxième et troisième générations qui tapent à la porte et qui seront, je l'espère, bientôt disponibles pour traiter nos patients. Un petit mot également sur le néoadjuvant. Moi, j'ai été beaucoup intéressée par l'étude SWOG S1801 qui a été présentée également en session présidentielle, qui a inclus des mélanomes résécables, mais de très mauvais pronostic, stade 3B, stade 4, mais non métastatiques à distance. Et en fait, tous les patients reçoivent autant d'injections de pembrolizumab. La seule différence, c'est que dans le bras expérimental, on commence par 3 injections de pembrolizumab, on les opère, et ensuite, on leur fait 15 injections de pembrolizumab avec de la maladie microscopique, versus un bras standard qui est, lui, l'opération, la chirurgie, la stadification, puis 18 injections de pembrolizumab au maximum. Donc, on fait autant de traitements médicamenteux et pourtant, il y a une différence en termes de survie sans événement qui est très nettement significative, avec une diminution du risque de récidive du mélanome qui est de moins 42%, un hasard ratio à 0,58. Le petit p est égal à 0,04. La survie sans événement à 2 ans, elle est de 72% lorsqu'on commence avec 3 injections de pembrolizumab versus 49% lorsqu'on commence par la chirurgie. Et ça, c'est clairement extrapolable à d'autres localisations tumorales, peut-être et évidemment celles qui seront définies par des biomarqueurs, le MSI, peut-être la charge mutationnelle, d'autres tumeurs qui, elles, sont sensibles également aux anti-PD1, comme le poumon, l'ORL, avec peut-être d'autres précautions à avoir sur l'utilisation d'une monothérapie. Voilà, j'en ai sélectionné beaucoup d'autres. Peut-être un dernier mot sur la CheckMate 914, qui, elle, a évalué la combinaison nivolumab et pilimumab, donc l'anti-PD1 et l'anti-CTLA4, en adjuvant pour des cancers du rein de risque intermédiaire et de risque élevé de récidive. Vous vous souvenez que lors de notre précédent webinaire, je vous avais parlé de l'étude qui avait le même design, mais qui testait le pembrolizumab en monothérapie et qui était, elle, très clairement positive sur la survie sans événement. Celle-ci, au contraire, elle est négative. On n'a pas de différence significative sur la survie sans rechute. Et pour une raison qui apparaît évidente à la description des données, c'est la toxicité. La moitié des patients qui étaient dans le bras nivolumab plus ipilimumab versus placebo n'ont pas eu le traitement escompté du fait de toxicité de grade 3 qui était observée chez quasiment 3 patients sur 10, dont des décès toxiques. Il y a eu 4 à 5 décès toxiques clairement imputables à l'immunothérapie. Donc faire plus, ça ne fait pas toujours mieux, et ce d'autant plus qu'on était en adjuvant, donc chez des patients chez qui la maladie n'était pas visible. Merci beaucoup, Dr Saada, pour ces présentations et ce tour de l'ESMO. Et je donne la parole à Jean-Yves Blais, au professeur Jean-Yves Blais, pour à lui de nous faire part de toutes ces découvertes et de tout ce qu'il a pu observer. Merci Nicolas, merci Clélia et Esma. Alors, je vais commencer par réappuyer sur ce qu'ont dit Esma et Clélia sur 2 études qui m'ont réellement laissé assez pantois, je veux dire. L'étude niche, parce qu'on s'arrête d'opérer des patients qui ont les caractéristiques immunologiques qu'on a décrites pour le cancer du côlon, pourtant avancés potentiellement avec ces résultats. Les waterfall plots sont absolument inédits. Ça pourrait être d'ailleurs une question de parler des autres formes immunologiques des cancers du côlon, puisqu'il y avait eu un article que tu as cité, Clélia, qui disait qu'il y avait des réponses, y compris dans les formes
moins immunosensibles, mais c'est un saut conceptuel considérable puisqu'on est en train de parler de peut-être renoncer à la chirurgie. Et puis l'étude présentée par ESMA sur les FGFR2, parce qu'on a toujours dans l'idée que lorsqu'on bloque un récepteur et que ça marche bien, voire très bien, eh bien ça, on prouve le concept. Mais là, cette étude, elle nous dit que avec un médicament d'une autre classe, mais qui bloque le même récepteur, on a une efficacité qui est sans commune mesure avec ce qui a déjà été rapporté avec les autres inhibiteurs. Donc, des progrès majeurs conceptuels encore à obtenir. Et je vais y revenir dans les quelques exemples que j'ai choisi de vous présenter. Alors, le premier, on va commencer par une plénière, et puis je vais choisir une tumeur auquel je suis attaché, qui sont les tumeurs du type sarcome, mais c'est moins à cause des sarcomes qu'à cause de la classe thérapeutique qu'on a pu le retenir. Ce qui est tout à fait, c'est l'étude DEFI, une étude qui s'adresse à des patients porteurs d'une maladie assez rare, qui s'appelle les tumeurs desmoïdes, assez rare, mais assez problématique pour plusieurs raisons. Elle touche des adultes jeunes, parfois des enfants, d'ailleurs, elle touche tous les âges, à dire vrai. Elle est peu inductrice de décès, fort heureusement, mais par contre très invalidante. C'est vraiment une maladie chronique qui invalide beaucoup les patients. On connaît un peu la biologie de cette maladie, mais ce que cette étude a montré, c'est l'arrivée avec une nouvelle classe de molécules, une nouvelle famille de molécules. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Et à la fois, ils arrivent à démontrer l'activité l'utilité de cette molécule qui s'appelle un notch inhibiteur, le molécule s'appelle nirogacesta dans cette maladie, et en plus ils le font dans une tumeur orpheline. Pourquoi c'est dans cette tumeur spécifiquement? Ça n'est pas très bien compris, quoique les éléments de réponse puissent se trouver dans la biologie. C'est probablement une interaction complexe, mais qu'on ne comprend pas encore complètement entre la voie de signal qui est bloquée par cette molécule et les anomalies moléculaires de cette tumeur. Mais quoi qu'il en soit, on a 70% de contrôle tumoral, il est durable. Il s'associe à une réduction très significative de la douleur, qui est le symptôme majeur, et de l'impotence fonctionnelle, qui est l'autre symptôme majeur. Ce sont des patients qui vont vivre longtemps. La question qui reste posée sur ces maladies, c'est combien de temps faut-il le donner, quels sont les mécanismes par lesquels ça va rechuter et pourquoi ça va rechuter. Mais ce que nous dit cette étude, c'est que les maladies rares très bien caractérisées sur le plan moléculaire sont de très bons modèles pour faire arriver de nouvelles classes médicamenteuses qui transforment complètement le paysage. Là aussi, c'est une nouvelle marche d'escalier que l'on saute, parce qu'une fois que ce médicament, et on espère on pense qu'il sera approuvé rapidement, une fois que ce médicament sera approuvé, il ouvre la possibilité d'étudier cette voie dans d'autres pathologies avec donc une ouverture de possibilités de recherche tout à fait considérable. On parle du médicament qui a fait la plénière, le nirogacesta, mais il y en a un autre présenté dans une également, qui est un autre de la même classe, qui donne le même signal dans la même pathologie, qui évidemment est extrêmement rassurant sur la confirmation des données, puisque deux médicaments différents donnent les mêmes types de résultats. Donc, premier abstract que j'ai souhaité présenter, qui est transformant, parce que nouvelle classe est directement en présidentielle. Le deuxième, c'est l'inverse. C'est pratiquement retour vers le futur. Et d'ailleurs, quand je dis retour vers le futur, ce n'est pas une manière de parler, puisque le médicament en question, qui sont des cellules qu'on a extrait des tumeurs du patient, des TIL, ils ont été développés dans les années 80 au moment où sortait Retour vers le futur, le numéro 1. Et jusqu'à présent, on avait des preuves un peu indirectes et probablement méthodologiquement imparfaites que le médicament a apporté quelque chose. 40 ans plus tard, on arrive avec les inhibiteurs de PD1 et PDL1. On parle de patients mélanomes traités qui ont rechuté, qui ont été traités en adjuvant, qui ont été traités en phase méta, qui ont lourdement échappé de multiples traitements. On prélève leurs tumeurs, on extrait les lymphocytes, on les cultive, on les réinjecte aux patients. C'est le bras expérimental et on le compare au traitement de deuxième ligne qui est recommandé chez ces patients, qui est l'ipilimumab. Et bien, dans cette étude purement académique, puisqu'il s'agit ici de médicaments que l'on peut, enfin, c'est des médicaments, des cellules que l'on peut travailler dans les laboratoires académiques, les auteurs démontrent un gain sur l'objectif principal, qui est la survie sans progression, qui est réellement assez impressionnant, puisqu'il y a un plateau. Les patients ne rechutent en fait pas après 12 mois, et un gain également en survie.
la lourdeur, le coût de ce processus est un élément important pour la suite des choses. Des industriels du médicament et de la thérapie cellulaire s'en sont déjà intéressés, mais ce qui est important avec cette approche, c'est qu'on n'a jamais épuisé de bonnes stratégies et il faut ne pas hésiter de continuer à creuser une voie jusqu'à démontrer qu'effectivement le bénéfice pour le patient est évident. En l'occurrence, c'est un bénéfice très significatif et un gain en survie qui est assez inédit pour une population de patients de patients et de patientes qui est quand même d'assez mauvais pronostic compte tenu des thérapeutiques qu'ils ont déjà eues. Complètement autre sujet et troisième abstract, une étude française, là aussi portant sur les sarcomes, mais c'est moins la pathologie qui est intéressante ici que le modèle qu'elle nous indique. Comme vous le savez, depuis 2010, l'Institut national du cancer a financé des réseaux de cancers rares avec l'idée d'augmenter la qualité des soins procurés aux patients sur l'ensemble du territoire national. Il y a une quinzaine de réseaux qui ont été activés et qui poursuivent actuellement leur démarche depuis maintenant 12 ans. Plusieurs de ces réseaux sont en train de sortir les résultats de l'évaluation en population générale, donc on parle bien de l'ensemble des patients porteurs de ces maladies-là sur le territoire national, des approches très exhaustives qui sont rarement mises en œuvre dans des pays de la taille de la France, plus fréquemment dans des pays plus petits tels que les pays baltes ou des pays tels que les Pays-Bas. Ici, ça n'avait pas été fait. Et ce que montre dans la pathologie sarcome, cette étude qui était présentée dans la session de politique publique, c'est un gain en survie sur la deuxième partie des années 2010, probablement, on dit probablement parce que ce n'est évidemment pas une étude randomisée, liée à l'amélioration du suivi des recommandations de pratique clinique et de la prise en charge dans les centres de référence. Les patients qui ont été traités entre 2010 et 2015 sont allés moins bien que les patients qui sont traités depuis 2016. Sur l'ensemble du territoire national, on parle de l'ensemble des patients porteurs de cette pathologie-là sur 10 ans. Alors, ce que nous dit ce travail, c'est que la démarche d'organisation en centre de référence est probablement la bonne, même s'il doit être confirmé, mais malheureusement, on ne peut pas le randomiser, on ne peut que comparer avec des pays qui n'ont pas mis en place ce type de dispositif, ce qui est éminemment complexe, mais qui va être, je pense, la prochaine étape. En tout cas, elle est très encourageante sur l'idée de structurer la prise en charge de pathologies autour d'un petit nombre de centres qui voient beaucoup de patients parce que, eh bien entendu, on traite toujours mieux ce que l'on traite tout le temps et que de travailler, être spécialisé, le nombre de patients qui peuvent être pris en charge par une équipe est un gage d'efficacité et de qualité. Ça, c'est vrai pour les maladies, les cancers rares que je citais, mais c'est vrai pour des cancers moins rares. C'était largement rapporté dans la littérature. Ce qui en fait le caractère très particulier de cette présentation, c'est que ça touche à une population exhaustive. Affaire à suivre et grand merci à l'Institut national du cancer français pour cette démarche. Donc. La quatrième étude que j'ai eu envie de vous présenter est une étude qui n'a rien à voir, qui va faire intervenir un industriel du médicament dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, qui est BioNTech. C'est une étude allemande qui a développé dans cette étude de pilote, puisque c'est une étude d'escalade de dose de cellules modifiées, des CAR-T-cells dirigées contre les cellules tumorales reconnaissant Claudin 6, une protéine exprimée à la surface de tumeurs solides. Donc ce laboratoire, connu pour d'autres choses, est en train de développer des séries d'immunothérapies, c'était d'ailleurs son travail de départ, est en train de développer une série d'immunothérapies innovantes pour la prise en charge du cancer à base de leur technologie ARN et propose dans cette étude d'explorer l'efficacité de ces cellules autologues modifiées réinjectées aux patients dans des tumeurs solides. Alors, on connaît bien l'efficacité des CAR-T-cells dans les tumeurs hématologiques, variable d'ailleurs selon les pathologies hématologiques, plus efficace sur les leucémies de l'enfant que dans les tumeurs d'adulte, comme assez souvent, mais quand même assez significativement efficace. Pour les tumeurs solides, on avait déjà eu quelques signaux d'activité assez importants dans des pathologies, encore une fois les sarcomes, avec des patients très très longs survivants en phase métastatique, avec
avec ces thérapeutiques. Ici, c'est une nouvelle classe et ça s'adresse à des pathologies différentes puisque la cible reconnue, les claudines, les cellules donc du patient sont modifiées, on les lui réinjecte après les avoir entraînées à reconnaître une protéine exprimée à la surface des cellules tumorales qui s'appelle la claudine 6. Ces cellules sont capables d'induire des réponses dès les phases précoces et de manière assez remarquable, sur une vingtaine de patients, il y a près d'un tiers qui ont obtenu une réponse partielle dès la phase 1, dès la phase précoce, et un autre tiers qui ont obtenu une maladie stable. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que la majorité des patients porteurs de cancer testiculaire réfractaires ont authentiquement répondu à ce traitement, ce qui pose la question effectivement d'une thérapeutique assez hautement active et pour faire le tour de cette sélection d'abstracts, ce taux d'efficacité que l'on rencontre avec ces cellules modifiées, réinjectées aux patients est exactement celui que l'on avait rencontré dans les phases précoces du premier médicament dont je vous ai parlé, le nirogacestat, utilisé pour les tumeurs d'ethmoïdes. On a dans cette même session de développement de nouvelles immunothérapies des leçons également intéressantes à travers de nouveaux anticorps, des anticorps notamment bispécifiques et des cellules capables de reconnaître de nouveaux antigènes. C'est toute une nouvelle branche de l'immunothérapie qui s'ouvre avec cette thérapie cellulaire efficace des cancers solides. Retour vers le futur avec les vieux TIL, mais qui marchent et qui donnent des signaux d'activité qui sont très nettement détectables dans ces études et dans cette étude randomisée en particulier. Cellules modifiées type CAR-T-cell et puis des cellules capables de reconnaître également des molécules dans un contexte HLR restreint. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est très technique, mais en gros, ça n'est que pour quelques groupes tissulaires, pas tous les patients malheureusement, mais pour certains groupes tissulaires particuliers, que ces thérapeutiques peuvent être utilisées. Bref, à travers ces exemples et ces choix, on voit que la cancérologie de précision progresse dans plusieurs directions. La précision, c'est la qualité de la prise en charge initiale à travers des centres de référence experts à grand volume, dont l'organisation et la structuration à l'échelle d'un pays peut changer le devenir des patients à l'échelle d'un pays. On est capable de le mesurer. C'est la compréhension de la biologie d'une maladie qui débouche sur la mise en place d'un nouveau traitement qui cible, même si on ne l'a pas complètement compris, les voies de signalisation perturbées dans la maladie et qui aboutit à une démonstration d'efficacité dans une tumeur très orpheline de tous les autres médicaments. C'est le développement de ces nouvelles thérapies cellulaires qui sont décidément sur le devant de la scène et qui nous rappellent que le système immunitaire, pour boucler sur ce qui a été dit précédemment à la fois par Esma et par Clélia, manipuler le système immunitaire, c'est important parce qu'aux étapes les plus précoces de la cancérologie, le papier de Charlie Swanton l'a bien montré, le système immunitaire peut jouer un rôle réellement double, Janus, un rôle positif ou un rôle négatif. Bien sûr, le système immunitaire, il joue désormais, c'est quelque chose que l'on peut conclure, un rôle de surveillance des mutations qui apparaissent dans nos cellules tout au long de la vie, mais détourné, source d'une réaction inflammatoire trop importante, il peut au contraire susciter le démarrage d'une tumeur, comme on l'a vu avec les études qu'il a présentées sur les cancers bronchiques. Je vais m'arrêter là. Et je serais heureux, nous serons d'ailleurs tous les trois, heureux de répondre à vos questions. Et je vois qu'Alain Pérez a déjà levé la main. Oui, bonjour à tous, bonjour Jean-Yves. Non, je voulais revenir sur l'affaire du saut thoracique là, qui a été présentée hier en plénière. Hein. C'était quand même très attendu, bien évidemment. Et puis, on peut dire que les résultats ne sont pas tout à fait ceux qu'on attendait. Il y a quand même une espèce d'ailleurs de mini-polémique là, qui est en train de monter actuellement, puisque en fait, ce qui se passe, tout le monde l'a compris, hein, c'est que les résultats c'était l'étude contre docétaxel, donc c'est une étude un peu particulière, bien sûr, mais la survie globale n'est pas du tout positive, enfin, n'est pas du tout ce qu'on attendait, et donc il y a un certain nombre d'experts qui sont un peu déçus et qui estiment que les résultats ne sont pas… Alors, Jean-Charles Soria a été interrogé à plusieurs reprises sur ce sujet, il a réagi à plusieurs fois en disant que l'étude n'était pas designée pour faire la survie globale, d'une part, et que d'autre part, la qualité de vie était de toute façon largement supérieure
à ce qui est le cas avec le docétaxel. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous avoue que je suis un peu partagé parce que j'ai du mal à me faire une opinion, sachant qu'on a lu beaucoup de choses qui sont, sinon pas vraiment négatives, mais les gens sont un peu restés sur leur faim, quoi. Bon, les résultats sont exactement comme vous les avez décrits, donc positifs, mais en même temps avec une magnitude de différence qui interroge. Et effectivement, sur la question de la survie globale, je crois que l'étude n'était pas désignée pour faire ça. On voit en tout cas des différences pour lesquelles, peut-être intuitivement, on s'est dit de manière peut-être un peu naïve qu'on allait avoir le même type de différence que l'on avait par exemple avec les inhibiteurs de GFR. Par rapport à la chimiothérapie. Ce n'est pas le cas, on a quand même une différence. Je pense que ça nous montre plusieurs choses. La première, c'est que probablement les tumeurs qui sont pilotées par le gène KRAS, qui est une des mutations les plus fréquentes dans tous les cancers de l'espèce humaine, comme on le sait bien, ne sont pas exactement les mêmes que ceux que l'on rencontre équipés de mutations de GFR. Et quand on dit cela, sans renvoyer à nouveau au papier de Swanton, les mutations de GFR, c'est des noms tabagiques. C'est des patients qui n'ont pas demandé grand-chose et les mutations viennent simplement du fait de l'accumulation des choses liées à l'âge, des tumeurs peu mutées. En revanche, les tumeurs équipées de mutations de KRAS sont souvent des mutations qui surviennent sur des patients exposés à des mutagènes dont le tabac. Ils sont donc beaucoup plus mutés et probablement la stratégie qui est de bloquer KRAS en espérant avoir la magnitude du bénéfice vis-à-vis d'inhibiteurs tels que HER1 ou ALK ou ROS ou NTRK ou tout ce que l'on pourra trouver est sans doute n'est pas à attendre parce qu'on a il y a d'autres pilotes à l'intérieur de d'autres pilotes moléculaires à l'intérieur de ces tumeurs. Je la vois de la manière suivante, ça prouve le concept. Il y a effectivement une amélioration de la qualité de vie qui est assez claire par rapport à une chimiothérapie qui est quand même assez remarquablement difficile à supporter, même si on s'y est habitué au fil des ans. Et ça nous invite à réfléchir sur comment utiliser ces traitements en combinaison avec d'autres traitements pour faire mieux. Voilà ma réponse à ce stade, en tout cas. Alors moi, je me souviens pas bien du design, mais est-ce qu'ils avaient le droit d'avoir un inhibiteur de KRAS après le docétaxel? Il y a eu du crossover pas mal, ouais. Oui, il y a eu du crossover. Et moi, après, ouais. excuse-moi, effectivement, c'est de moins bons pronostics, mais moi, quand je vois arriver une nouvelle molécule dans des populations qui ont un pronostic aussi lourd, on a des médianes de survie sans progression qui ne dépassent pas les 6 mois, c'est toujours une bonne nouvelle. On a une arme supplémentaire. Après, dans le côlon, moi, je suis digestive, donc on a le même type de design, mais pour le coup, nous, ça ne marche pas très bien en monothérapie. Alors, souvent, on apprend des pneumologues, mais pour le coup, là, nous, on a directement combiné. Et en effet, les designs des colorectaux, et c'est ça qui a été présenté à l'ESMO d'ailleurs, c'est l'association avec un anti-EGFR qui marche quand même nettement mieux. Et donc les études, en particulier de phase 3, qui sont randomisées, là, qui sont en deuxième ligne, après échec d'un premier traitement, c'est associer un anti-EGFR, un inhibiteur de KRAS G12C et de la chimiothérapie. Donc, bon, c'est vrai que nous, on est obligé de mettre le bazooka souvent en digestif, mais c'est qu'on veut essayer de bloquer, en effet, pas seulement que KRAS G12C, peut-être que ce n'est pas suffisant. Et ça, c'était la stratégie dans le colorectal. Il y a une question sur l'étude niche. Oui. Je suis en train de regarder. Il y a une question sur l'étude niche, oui, en effet. Concernant l'étude niche 2, est-ce que cela bénéficierait à un grand nombre de patients? Donc, quelle est la proportion des MSI? Et quel traitement est actuellement proposé à ces patients? Et le gain se traduit-il en survie ou en qualité de vie, dans le sens capacité d'éviter une chirurgie? C'est une question de Pauline Fréhour du Figaro. Alors, globalement, les cancers colorectaux MSI à un stade localisé, c'est à peu près 10 à 12% des cancers colorectaux. Au stade métastatique, c'est moins, c'est 3 à 5%. Donc, c'est relativement important. Maintenant, on fait des tests plus ou moins systématiques parce que ça nous permet de décider si on va faire une chimiothérapie adjuvante. Ce n'est pas du tout la stratégie qu'on utilise puisqu'on opère ces malades d'emblée. Donc, c'est vraiment une nouvelle stratégie de prise en charge. Donc, il faut faire la recherche de ce statut MSI. Et puis, il y a des essais thérapeutiques actuellement qui sont ouverts en France dans cette indication.
mais que ce soit pour du colorectal, mais également tous les cancers localisés MSI. Actuellement, il y a une étude en cours, mais on n'a pas l'autorisation dans cette indication actuellement d'utiliser de l'immunothérapie avant l'opération dans les cancers localisés. Mais Merci. en effet, Oui. il y aura les Alors moi, perspectives. j'ai une question. La prochaine étape, ça va quand même être de se demander s'il faut vraiment opérer les malades. Ce qui est compliqué dans les cancers digestifs, en particulier colorectaux, mais également œsogastriques, c'est que c'est de l'organe creux et que l'organe creux sur un scanner, c'est difficile à évaluer en pratique clinique. Donc, vérifier qu'il y a une réponse complète, c'est difficile à étudier. Donc ça va être le prochain enjeu. Comment surveiller, comment être sûr que les patients sont en réponse complète pour leur proposer de ne pas être opérés et de ne pas être morbides pendant la chirurgie. Docteur Saada, vous vouliez intervenir aussi un petit peu sur cette question de cette étude? Non, Non, d'accord. Alors, j'avais une question à Jean-Yves Blé sur les thérapies cellulaires, les CAR-T-cells, parce qu'il parlait de l'avenir et du retour. Les choses vont très vite et moi, je voulais avoir son avis sur comment il imagine les choses dans les 5 premières années sur le développement en France de ces CAR-T-cells et de ces thérapies cellulaires. Tu veux dire comment on va obtenir les études cliniques et éventuellement permettre de faire accepter ces études cliniques aux agences nationales? C'est ça ta double question? Moi, ce que je vois, mais je ne suis pas du tout une spécialiste de la question, c'est que les premiers CAR-T-cells qui ont été développés en hématologie étaient extrêmement toxiques et parfois efficaces. Là, on a quand même une très nette amélioration de l'index thérapeutique, Ah oui. notamment dans les tumeurs solides, où au départ, je me souviens de décès chez l'enfant, de tumeurs neurologiques, où on avait un taux de décès toxique qui était effroyable. Là, on a eu d'autres études plus récemment publiées, où on a très clairement plus du tout ces effets secondaires ingérables. Donc, on apprend, et en plus, avec ces approches de vaccinothérapie ou autres, on va vraisemblablement être plus efficace chez plus de patients. Est-ce que le système de soins en France est suffisamment structuré? Est-ce que le fait que l'index thérapeutique s'améliore, ça va pouvoir permettre de mieux généraliser ces approches-là et les répartir sur le territoire? Ou est-ce que ça va rester quelque chose de très, très spécialisé dans quelques centres? Oh, je pense qu'au vu des effets secondaires actuellement des thérapies, je mets de côté les CAR-T-cells dans les tumeurs hématologiques. Tu as dit la toxicité, ça nécessite un suivi particulier du fait du relargage des cytokines qui nécessite un suivi. Pour l'expérience qui est rapportée dans les tumeurs solides, et celle qu'on a eues d'ailleurs également, c'est des traitements beaucoup plus simplement opérés. Ce n'est pas très différent d'une chimiothérapie classique, un peu intensive, que l'on peut faire dans les pathologies très communes. C'est un peu différent dans la modalité de réalisation, puisqu'il n'y a qu'une seule injection. Mais pour le suivi, ensuite, c'est assez, entre guillemets, confortable par rapport à nos thérapeutiques classiques. Donc, je n'ai pas beaucoup de doute que technologiquement, c'est réalisable dans un très grand nombre de centres équipés, enfin avec la masse critique, hein, équipés quand même de soins et ça doit évidemment, c'est au-delà d'une chimiothérapie habituelle, mais ça pourrait être largement diffusé. En fait, la vraie question, c'est la réalisation pratique et le coût de ces traitements. Mais ça, c'est une question pour plus tard. Alors, une autre question, peut-être Jean-Yves, Oui. qui est de Sophie, qui dit, vous avez parlé des particules fines comme irritants inflammatoires, dont on découvre le mécanisme d'action. Est-ce qu'on sait quelque chose au sujet des fumées de cuisine, des feux de forêt, les feux monstres, ainsi que les nitrites et les nitrates digestifs? Est-ce que ce sont les mêmes voies d'action qui permettraient d'éteindre les essais avec les inhibiteurs ad hoc, une pierre, plusieurs coups? Alors, peut-être pour la dernière partie de la question, je pense que les résultats de Swanton sont très clairs. Ça permet effectivement d'éviter, lorsqu'on fait un anti-L1 bêta, mais c'est un modèle, une particule toxique. Et l'impact en clinique de ce même anticorps reste débattu, hein, même s'il a rapporté les observations de réduction de risque de cancer du poumon. L'anakinra ou l'autre anti-L1 bêta, c'est toxique. Ce n'est pas des traitements de prévention qu'on pouvait envisager de donner à d'un grand nombre de personnes qui sont exposées à la pollution. C'est des médicaments qui sont onéreux, qui sont coûteux, qui ont des effets secondaires. En faire plusieurs, on imagine encore plus la réponse et l'extension. Par contre, c'est évidemment transformant aussi parce que ça revient à une question de fond qui est on mute en permanence
nos cellules, on répare en permanence nos cellules. Quand on vieillit, on répare moins bien, donc on a de plus en plus de mutations. Et des phénomènes extérieurs, ici les microparticules de 2,5 micros, pour d'autres, probablement d'autres phénomènes, à étudier. La réponse à la question de Sophie Léa, c'est ça, c'est qu'on n'a pas encore la typologie des autres promoteurs, comme on les appelle, les promoteurs de cancer, mais c'est bien une future question à explorer pour un grand nombre de cancers. Je ne sais pas ce qu'en pensent Clélia et Esma pour leur part. Oui, je crois que c'est ce qu'il a bien expliqué, hein, c'est qu'en effet, on partait du principe que c'était la mutation qui a entraîné l'ensemble du développement du cancer et que finalement, en effet, là, ce qu'il a pu démontrer, c'est qu'il faut deux choses. Il faut une mutation qui est liée à l'âge, plus une exposition et ce promoteur. Et il va falloir qu'on trouve les promoteurs maintenant et qu'on trouve les mécanismes, parce que ça ne sera peut-être pas que lié à l'un-bêta, enfin, ça sera probablement d'autres choses, avec d'autres cellules, etc. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une avancée scientifique majeure. Il y aura, à mon avis, beaucoup de travaux ultérieurs là-dessus. Sophie, est-ce que tu voulais rajouter, tu avais un complément à ta question? Oui, si je puis me permettre, c'est au sujet. Enfin, je n'imaginais pas une prévention par ce type de médicaments, bien évidemment. D'une part, parce que ça serait manquer de bon sens en matière de prix, de justification sur une population. Il s'agit plus d'affiner des phénotypes, de effectivement se pencher sur des promoteurs, sachant que quand on fait de la recherche transversale, ou du moins de la veille transversale, je parle pour moi, je m'aperçois que dans certains domaines, des choses sont sues qui ne vont pas forcément jusqu'à d'autres spécialités. Ouais. Ça me surprend toujours un peu, parce que du coup, en fait, quand on cherche dans chaque spécialité, en fondamental, aussi bien d'ailleurs qu'en premiers modèles animaux ou des modèles in vitro, il y a des choses sues qui, en fait, ensemble, donneraient certainement plus de lumière que de courir toujours sur le même sillon labouré. Et je pense que vous savez parler entre vous, mais je me dis qu'en fait, rien que dans les tiroirs, il y a déjà probablement de l'or en barre qui n'est pas exploité. Et ce qui ne coûterait pas cher que de l'intelligence et du temps alloué par des gens qui ne feraient que ça, que pour rassembler les indices et trouver des voies. Alors, vous allez me dire, ce sont des concepts, certes, mais ça s'appelle l'intelligence. Ok, merci Sophie. Je suis désolé, mais on est prétenu par le temps. J'ai vu qu'Alain, tu avais une question. Si tu... À moins que Jean-Yves souhaite répondre rapidement à Sophie. Mais on non, je suis complètement d'accord. La vraie recherche transformante se fait sur le contact entre les blocs de connaissances et on a progressé là-dessus. Moi, je pense que la question sur le blocage de l'IL-1-bêta est une question de prévention vraiment intéressante. Simplement, les outils que nous avons thérapeutiques là ne sont pas à la mesure de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait des outils plus simples, probablement oraux, mieux supportés et ciblés, comme vous l'avez dit, des populations bien sélectionnées. Mais je pense que le principe de la chimio ou de l'immunoprévention des cancers est ici et maintenant sur la table pour savoir comment on va le construire. Et je suis d'accord avec vous que regarder les tiroirs des autres sera certainement une bonne idée. Avant que je donne la parole à Alain, juste vous rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez encore en poser une ou deux avant la fin de cette séquence. Quoi qu'il en soit, on a enregistré l'ensemble de la conférence, donc bien évidemment, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous fera parvenir l'audio. D'autre part, si vous le souhaitez aussi, on a à votre disposition les études qui ont été menées par Unicancer et qui ont été présentées à l'ESMO, qui seront évidemment aussi à votre disposition. Alain, nous t'écoutons. Oui, j'avais une question concernant les toxicités là, qui ont été évoquées tout à l'heure également. Notamment, il y a eu hier, avant-hier plutôt, un essai qui a été annoncé. Là, vous en avez parlé d'ailleurs dans les carcinomes rénaux avec le niveau plus ipilimumab, avec un niveau de toxicité tellement élevé que l'essai on est complètement perturbé d'une certaine manière. Alors, la question que je me pose, c'est, bon, on a des combinaisons qui sont bien sûr de plus en plus fréquentes, à 2, bientôt à 3. Alors, est-ce qu'on va savoir gérer ces problèmes de toxicité? Qu'est-ce que vous en pensez? Esma. Là, on a déjà un élément de réponse. Hein. C'est-à-dire que plus, ça ne fait pas toujours mieux. Mais ça précédait l'immunothérapie. Hein. C'était vrai avec les cytotoxiques, c'était vrai avec les thérapies ciblées. Moi, je me souviens des essais sur le côlon où on rajoutait les 2 anticorps à la chimiothérapie et la survie globale était moins bonne. Donc, au bout d'un moment, augmenter la réponse objective, c'est effacer, voire on fait moins bien du fait d'une toxicité qui
peut être inacceptable, hein. La manière d'avancer, c'est changer les médicaments aussi, hein. Le sotorasib, c'est le premier dans sa classe qui a montré et qui est validé. On a vu qu'avec les anti-EGFR, les anti-ALK, les anti-FGFR, les nouvelles générations font mieux en termes d'index thérapeutique. Donc, c'est comme ça aussi qu'on avance, hein. Et là, peut-être que de designer des nouveaux anti-CTLA4 avec des meilleurs profils de tolérance, hein, on a vu des communications sur de tels sujets, ça peut être une approche intéressante, hein. Moi, elle n'a pas commencé en pratique. Enfin, regarde, j'ai ça. Ah, Maggie, voilà. On vous entend. Lundi, je suis contente, Sandra après m'a appelé. Vas-y, Esma. Pour finir, je disais oui, on doit faire mieux. Un anti-PD1 monothérapie en adjuvant, ça ne rattrape pas tout le monde. Et pour avancer, les anti-CTLA4 ou d'autres, mais avec des meilleurs profils de tolérance, très clairement. Peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Esma, je pense que dans ces études-là, dans une certaine mesure, on a un peu reproduit les schémas un peu préhistoriques de A plus B supérieur à A, comme on faisait en chimiothérapie avec un rationnel biologique qui existe, mais qui n'est pas marqué par une très grande spécificité, on va dire. Cette approche reste valide et a montré d'ailleurs des signaux de remarquable efficacité dans des études toutes récentes. Le New England sur l'envapimbro dans les tumeurs de l'endomètre, on n'avait pas fait de progrès depuis des décennies, est un assez bon contre-exemple de ce que je dis, mais en règle générale quand même, comprendre exactement et finement la biologie de la maladie pour avancer et ajouter sera probablement la bonne méthode. Et c'est probablement ça qu'il faudra faire également avec le sotorasib, qui n'est pas forcément le médicament le plus simple à combiner, mais Clélia nous l'a rappelé, on pouvait le combiner, on le combine actuellement dans d'autres tumeurs, donc c'est probablement cette piste-là. Et puis, les nouvelles générations, comme nous a montré Esma de FGFR2, qui laisse un peu pantois sur l'efficacité par rapport à ce qu'il y avait précédemment, laisse également penser que plus spécifique, plus actif, plus spécifique, ça va limiter aussi les effets secondaires et rendre les combinaisons sans doute plus efficaces. Merci Jean-Yves. Je vais te proposer de faire une conclusion, comme tu le souhaites, avant que l'on clôt cette séance. Donc, je te laisse la parole. Eh bien, oui, effectivement. Ça m'est arrivé à 18h, je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres abstracts à commenter. Il y en a plein qui nous ont interrogés, mais voilà, c'est aussi un des charmes de l'exercice. Merci à Clélia Kouzak et à Esma Saada. Merci à Nicolas pour l'organisation. Merci à vous toutes et tous de nous avoir rejoints. On est bien entendu à votre disposition et on est toujours heureux de partager au sein d'Unicancer et avec vous ces informations les plus récentes qui témoignent de la vitalité de la médecine de précision du cancer, parce que si on regarde le grand big picture, comme ils disent, on progresse absolument partout et assez régulièrement de manière très spectaculaire, et c'est réellement enthousiasmant. Merci à tous, très bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir, merci. Merci Dr Kouzak, merci Dr Saada. Vous pouvez, n'hésitez pas si vous voulez l'enregistrement, on tient à votre disposition aussi les intervenants si vous voulez leur poser des questions. Passez une bonne fin de soirée. Merci à Adélaïde aussi pour toute l'organisation de son côté. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Vous avez mon mail qui était encore visible et puis à très bientôt en espérant que vous avez pu profiter de ces présentations brillantes. Bonne fin de soirée, merci, à bientôt.